À la une de l'actualité, ce voyage bien plus long que prévu pour les passagers du vol 841 d'Air France. Hier soir, l'avion a fait demi-tour après moins de 2 heures de vol. En cause, le malaise d'un homme à bord. Certains ont finalement passé la nuit dans l'aérogare. Le bouclier qualité-prix nouveau est arrivé. Sa version 2015 compte toujours 101 produits. Mais la liste revient moins chère et de nouveaux produits frais ont été ajoutés quand d'autres moins consommés ont été retirés. La grève est annoncée pour vendredi et elle promet d'être très suivie. Les salariés de Corsair n'ont pas du tout confiance dans le projet de rachat du groupe Dubreuil. Ils craignent à terme de perdre leur emploi. Enfin, dernier tour en eau martiniquaise pour Hugo Fidelin et Christophe Concoriel. Les deux coureurs de jet ski partiront bientôt au Qatar pour les championnats du monde. Nous avons suivi leur dernier entraînement avant le départ. Et puis notre invité ce soir, vous le voyez, sera Thierry Jallier, président de l'association AMPEA, qui nous parlera du concert caritatif organisé samedi en faveur des sportifs aveugles de Martinique. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner pour cette heure d'information. On démarre tout de suite en bref avec cette évasion qui mobilise les forces de l'ordre. Depuis 13 heures, ils fouillent tout Fort-de-France pour mettre la main sur un homme de 39 ans qui s'est enfui de l'hôpital Pierre-Zob d'Akitman. L'homme placé en garde à vue y effectuait une visite de contrôle avant une probable mise en détention. Il s'est échappé avec ses menottes au poignet et est donc activement recherché. Parlons maintenant de ce voyage plutôt agité pour les 468 passagers du vol 841 d'Air France. Hier soir, alors qu'ils volaient vers Paris, l'avion a dû faire demi-tour après 1h30 de trajet. En cause, le malaise d'un homme à bord. Si une partie des passagers a pu tout simplement rentrer à la maison ou être logés à l'hôtel, d'autres ont dû malheureusement se contenter de lits de camp à l'intérieur de l'aérogare. Loïc Régis. Une dernière nuit en Martinique assez inconfortable pour 174 passagers qui avaient l'aérogare hier soir en guise de toit. Certains ont regagné leur domicile, d'autres ont pu dormir à l'hôtel, mais tous les voyageurs ne peuvent être relogés. C'est donc à proximité des tabis à bagages, au bout de ce couloir, que des lits de camp sont installés. Après une nuit assez courte, certains font contre mauvaise fortune bon cœur. C'est des cas de force majeure comme ça, il n'y a pas de problème. La santé avant le retour des passagers est sain. L'aéroport ici, ils ont été très bien, ils ont bien géré la chose, même si on avait très peu d'informations et qu'on a attendu longtemps à avoir un lit de camp pour pouvoir dormir. Mais sinon, ça a été. On a des lits, on a des couverts, on a des petits déjeuners. C'est pas extrêmement agréable, on aurait préféré partir, mais bon, ça arrive. La prise en charge se poursuit dans l'urgence et c'est au hall des sports du Lamentin que les passagers doivent prendre leur douche. Franchement, ils ont géré, Air France a géré, on a eu un petit déj ce matin, on peut se doucher, etc. Donc ça va, ils ont quand même géré leurs 400 passagers. Dans ce genre de situation assez rare, les passagers sont totalement pris en charge par la compagnie. La haute saison touristique bat son plein en Martinique et les places disponibles dans les hôtels ne sont pas nombreuses. Il fallait donc agir rapidement. Donc on recherche les hôtels, un tiers des passagers ont pu en bénéficier, mais bien sûr notre but serait été de tous d'envoyer nos clients dans tous les hôtels disponibles. Au bout d'un moment, je pense qu'attendre ça peut être long, donc il y a une décision de dire on installe les passagers sur des lits de camp plutôt que d'attendre un hypothétique lit qui se libérerait. Donc la solution a été d'héberger 170 clients sur nos lits de camp. La vie du passager malade ne serait plus en danger. L'avion a lui décollé en direction de Paris en fin d'après-midi. Et les avions n'en finissent plus de faire la une en ce moment. Autre gros titre de l'actualité aérienne, bien sûr, le rachat de la compagnie Corsair internationale par le groupe Dubreuil qui possède déjà Air Caraïbes. 5 jours après la présentation du projet, les syndicalistes de Corsair annoncent un week-end de grève. Un mouvement qui promet d'être très suivi et qui met en lumière les inquiétudes des salariés de la compagnie, des salariés tous métiers confondus qui craignent la perte de leur emploi. Hélène Renaud. Le rachat de la compagnie Corsair par le propriétaire d'Air Caraïbes en pleine zone de turbulence. Les syndicats de Corsair appellent les 1200 salariés à faire grève dès ce vendredi jusqu'à dimanche. La raison de leur colère, le manque de garantie sur la pérennité des emplois. Après cette reprise, le groupe Dubreuil souhaite créer une troisième entité censée gérer l'arrivée de 11 Airbus A350. Un moyen de dépouiller les deux autres compagnies, selon les syndicats. Pour accéder à cette éventuelle troisième entité aérienne, il nous serait demandé, dans un premier temps, de démissionner de notre poste, d'accepter la cassure de notre contrat de travail, de manière à postuler dans cette troisième entité sans en avoir la garantie de l'intégrer.
Du côté d'Air Caraïbes, aucune grève n'est prévue. Mais ce matin, le président du groupe Dubreuil a tout de même réuni la centaine de salariés martiniquais pour tenter de les rassurer. Peine perdue, l'inquiétude persiste. Si le groupe affirme ne prévoir aucun plan social, son objectif serait de réduire les coûts en augmentant par exemple le nombre d'heures de vol pour les navigants. Une réorganisation nécessaire pour renflouer le déficit persistant de Corsair, selon la direction. Cette entreprise est déficitaire depuis 12 ans et que on n'est pas des magiciens. On ne va pas remettre cette entreprise sur les rails si on n'apporte pas des modifications. Je pense que déjà dans le monde dans lequel on vit, quand on maintient l'emploi, c'est quelque chose d'important. Alors après, il va falloir organiser ces personnels dans des structures un peu différentes. Nous ne serons pas l'actionnaire qui, comme TUI, met des centaines de millions pour boucher les trous d'exploitation de la compagnie. Il faut être clair. Avec cette union Corsair-Air Caraïbes, le groupe compte développer sa croissance en diversifiant les destinations vers l'océan Indien et l'Afrique. Par ailleurs, ce futur couple deviendrait numéro 1 sur les Antilles avec plus de 50% de part de marché. Une stratégie prometteuse reste à rassurer les syndicats sur le maintien des acquis des salariés. Il n'y faisait presque plus attention, voilà qu'il se rappelle au bon souvenir des consommateurs. 2 ans après sa création, le bouclier qualité-prix, toujours obligatoire dans les grandes surfaces d'outre-mer, a été une nouvelle fois mis à jour pour 2015. Objectif, mieux ajuster la liste des 101 produits concernés. Par exemple, les piles et les saucisses sèches ont été retirés du panier pour y mettre davantage de produits frais. Autre nouveauté, cette année, le prix total de la liste baisse de 3%, passant de 360 à 350 €. Le point avec Volana Razafi Manansoa. Peu importe l'enseigne, auprès des consommateurs martiniquais, c'est toujours le même sentiment. C'est devenu excessivement cher. Mais comme on dit, on gère et puis on achète, on fait la bonne qualité et puis on gère aussi. D'une façon générale, je pense que les prix par rapport au prix métropole, surtout sur le poisson et la viande, sont élevés. Des produits plus chers que dans l'Hexagone, mais selon l'Observatoire des prix, la tendance est à la baisse. En Martinique, en termes de produits alimentaires et notamment de produits frais, ils sont en dessous des prix de la métropole en évolution. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont moins chers, bien sûr, sur le rayon, mais c'est que la tendance est quand même à la réduction de l'écart des prix alimentaires en Martinique en ce qui concerne les prix alimentaires et des produits frais. Une diminution des prix possible, notamment grâce au bouclier qualité-prix mis en place par l'État depuis 2013. Un dispositif qui impose aux hyper et supermarchés d'outre-mer une liste d'une centaine de produits fixés à 350 €. On a remarqué que les clients adhèrent à ce bouclier prix, puisqu'on a remarqué une forte augmentation de la vente de ces articles. Donc nous sommes à l'écoute des clients, puisque sur la nouvelle liste qui va apparaître dans les jours prochains, nous allons ajouter des produits frais, des articles locaux et notamment des fruits et légumes. En effet, cette année, davantage d'aliments frais et locaux font leur entrée dans la liste, remplaçant ainsi les produits trop sucrés comme les sirops et les biscuits. Si les grandes enseignes sont obligées de jouer le jeu, elles espèrent voir les autres maillons de la chaîne fournir les mêmes efforts. Nous vivons essentiellement pour le moment de l'importation des produits. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que les grands axes de discussion qui pourraient nous aider un petit peu à gommer ce différentiel entre la métropole et les DOM porteraient surtout sur les autres acteurs donc, de la filière, qui pourraient être donc le transport, la fiscalité. Du côté de l'association de consommateurs, le combat contre la vie chère ne s'arrête pas au secteur alimentaire. Nous sommes en train de travailler, par exemple, sur les pièces détachées automobiles et l'usage de l'automobile dans une famille de martiniquaises pour voir exactement quels sont les postes sur lesquels on pourrait agir pour faire en sorte que ça baisse. Sur les 70 magasins concernés par le dispositif, une vingtaine d'avertissements ont été relevés, essentiellement dans des supérettes. Ce sera vraiment la loi la plus bouleversante de 2015. Travail le dimanche, transformation des postiers en examinateurs d'auto-école et maintenant modification des jours fériés. Un amendement de la loi Macron s'attaque au calendrier français en Outre-mer. Si nous sommes calqués sur les fêtes chrétiennes du 1er janvier au 31 décembre, l'amendement déposé par Erika Barrette, députée PS de La Réunion, propose que 5 de ces jours fériés chrétiens soient remplacés par d'autres, tenant compte, je cite, des spécificités culturelles, religieuses et historiques propres à chaque territoire. Voyons comment l'idée est reçue en Martinique avec ce reportage signé Anouchka Fleller et Louis Sabas. Des jours fériés locaux tenant compte des particularités culturelles ou historiques, il en existe déjà.
Aux Antilles et en Guyane, les jours gras, jours de carnaval, sont tous fériés. Férié aussi le jour de l'abolition de l'esclavage, fêté par exemple le 22 mai en Martinique et le 27 mai en Guadeloupe. Alors dans les rues de Fort-de-France, la nécessité de jours chômés plus spécifiques ne se fait pas vraiment sentir. Il y a des fêtes chez nous qui ne correspondent pas à l'Hexagone. Il y a le vendredi saint, ils ne sont pas fériés en métropole. J'ai déjà le mardi gras, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut rajouter d'authentique martiniquais. on a ce qu'il nous faut, quoi. Ces nouveaux jours fériés locaux remplaceraient des fêtes catholiques. Le lundi de Pâques ou le jeudi de l'Ascension pourraient ne plus être chômés. Impensable pour les Antillais, en très grande majorité chrétiens et pratiquants. Il faut respecter la tradition religieuse de notre pays. Et le lundi de Pâques, on a quand même, c'est sacré pour nous. C'est l'enracinement du pays, donc je ne voudrais pas qu'on nous l'enlève. Pour moi, c'est important. Si j'ai pas ça, quel repère nous avons? Nous n'avons plus de repères là. Il y a pour nous une atteinte donc aux fêtes religieuses chrétiennes ici en Outre-mer. Cet amendement n'est pas encore adopté. Pour cela, il devra être approuvé par le Sénat et le Conseil constitutionnel. Et ce matin, le Conseil régional se réunissait en plénière à l'occasion de demander leur avis sur la question à nos élus locaux. Écoutez les réactions de Daniel Marie-Sainte et Serge Letchimy. Ils répondent à Volana Razafi Malansoa. En Martinique, nous avions une revendication qui a été satisfaite, c'est que le 22 mai soit chômé et payé. Mais ça a été obtenu vers le milieu des années 80. Nous n'avons pas de revendication. Maintenant, nos amis réunionnais peuvent en avoir, mais ça ne relève pas, à notre avis, du législateur. S'il s'agit de permettre à nos pays, qui ont des histoires très différentes, de célébrer des moments forts de leur propre histoire, ça me semble totalement légitime. On l'a fait d'ailleurs. Le 22 mai, célébré en Martinique, c'est l'abolition de l'esclavage. C'était pas un jour férié, c'était même un jour ignoré. Il a fallu une bataille extrêmement importante de beaucoup de Martiniquais, dont Aimé Césaire, pour faire reconnaître cette date historique. Voilà, Serge Letchimy, chef de file du PPM, le Parti progressiste martiniquais, qui compte justement de nouveaux membres dans ses rangs. 4 personnalités bien connues dans le paysage politique martiniquais ont officiellement validé leur adhésion au parti. Parmi eux, l'actuel maire de Saint-Joseph, déjà proche des balisiers, et Jean-Claude Granier, dont l'intégration est bien plus surprenante puisqu'il est un ancien visage de la droite locale. Les précisions de Kathleen Bilascopette avec Guillaume Bacoul et Michelet François. Le Rassemblement démocratique trinitayen que je représente ici se positionne très clairement à droite. Enfin, si on peut appeler droite maintenant, parce que pour moi, la notion de droite et de gauche, c'est largement dépassé. Mais nous sommes, ma famille politique, c'est l'UMP, tout le monde le sait, vous le savez. Les choses ont bien changé depuis, puisque Jean-Claude Granier est désormais officiellement membre du Parti progressiste martiniquais. L'ancien président de l'UMP, suspendu du parti de droite, puis réinvesti aux dernières municipales à Trinité, passe donc l'arme à gauche, dans l'espoir peut-être d'une résurrection politique. Pas de surprise concernant l'adhésion du maire de Saint-Joseph. Athanase Jeanne-Rose était déjà très proche des balisiers et de l'Alliance Ensemble pour une Martinique nouvelle. Yvonne Tritz, actuelle première adjointe de Rodolphe Désiré, rejoint elle officiellement la famille politique de son maire. Le 4e nouvel encarté n'est autre que le docteur David Dinal, candidat déçu aux dernières municipales aux Anses d'Arlay, animateur de la vie politique au Diamant. Il intègre une formation pas éloignée de ses idées d'hiver gauche. Autre preuve que le PPM marque son territoire en cette année électorale, Eliane Sesto-Gustave repart à la bataille à Saint-Pierre. Pas d'alliance avec Christian Raffa, la candidate PPM défendra seule les couleurs de son parti. Les balisiers sont en ordre de marche pour la campagne de la collectivité territoriale. Présidé par Jean-Claude Duverger, le comité national doit se réunir d'ici au 23 mars pour désigner le candidat PPM à la tête de la liste de l'Alliance. Une procédure de principe puisque la désignation de Serge Letchimy ne fait aucun doute. Au chapitre économie, maintenant, ils vont pouvoir trinquer à une vraie bonne année. Le groupe Bardinet la Martiniquaise, qui possède entre autres les rhums Dillon, De Paz, Bali et Saint-James, a réalisé une bonne progression en 2014. Saint-James, par exemple, affiche 8% de croissance sur ses ventes hors Martinique. Et c'est donc dans les murs de la distillerie que se sont retrouvés les commerciaux extérieurs du groupe pour un bilan annuel. Toute l'année, ils vendent des bouteilles samaritaines aux bars, hôtels, cafés et restaurants
de France et du monde. Cette semaine, retour au bercail afin de faire le point sur les perspectives du groupe pour 2015. Le reportage de Louis Sabas. Ce visiteur fait la connaissance de l'un des meilleurs rhums du monde. Une découverte qu'il a la chance d'expérimenter, comme beaucoup, directement sur le site de production à la distillerie Saint-James. C'est fort hein, pour un homme. Ça passe dans la gorge, on le sent après, il descend tout le long. Là. C'est que le rhum est de plus en plus apprécié. Cette marque en écoule 3 millions de litres par an à travers le monde. À l'origine, c'était effectivement la communauté antillaise qui était la plus belle ambassadrice en fait, du rhum. Et là, vraiment, je pense que tous les Français en consomment. Le rhum, comme c'est très aromatique, très haut doux, très fruité, sucré, c'est très facile en fait. Tout le monde aime le rhum. Avec une augmentation de 8%, 2014 reste une année exceptionnelle pour les rhums St. James sur la vente auprès des cafés, hôtels ou restaurants. Le fruit d'une croissance régulière. On vend à peu près 500 000 litres de St. James aujourd'hui dans le circuit donc hors domicile. Et en 3 ans, on a fait 40% de croissance sur cette marque, en particulier dans le bar à cocktail et dans les discothèques. Un succès qui aurait rapporté au moins 6 millions d'euros de chiffre d'affaires au groupe Bardinet, la Martiniquaise. La Coupe de la Canne débute. Cette dernière campagne revêt un caractère bien particulier, celui des 250 ans de la distillerie. Parce que par exemple, on est actuellement à 13 000 fûts pour faire du rhum vieux, donc c'est le plus gros stock de la Martinique. Et c'est avec ça qu'on pourra envisager d'autres ventes à l'export ou sur le marché européen. Le premier rhum a coulé il y a quelques jours, il serait prometteur. Peut-être de bon augure pour St. James et le groupe Bardinet la Martiniquaise dans leur conquête du marché. Restez avec nous sur ATV. Dans un instant, on se préparera au demi-finale retour du Trophée Margaillard qui commence ce soir avec la rencontre Club franciscain Golden Lion. Et puis Hubert Bornil nous emmènera ensuite sur les hauteurs du Marin dans un joli jardin créole riche d'enseignements, vous le verrez. Mais avant, direction la Guadeloupe où le 1 million d'euros remporté le 16 décembre dernier est resté orphelin. Malgré l'appel public lancé par la Française des Jeux, le vainqueur du tirage My Million ne s'est jamais présenté. Il avait 60 jours jusqu'au 17 février pour valider son ticket et récupérer sa cagnotte. Elle a finalement été remise en jeu. Écoutez d'ailleurs le directeur départemental de la FDJ Guadeloupe. Il répond à Linda Kayarsi. C'est vrai qu'il y a eu une influence, c'est vrai que cette communication a été dynamique de manière à optimiser les chances que ce joueur puisse récupérer son gain. Malheureusement, le 17 février minuit ne s'était toujours pas manifesté et nous le regrettons. Ce gain de 1 million d'euros sera remis au pot commun à travers des promotions. Vous savez que nous avons des promotions concernant My Million avec 5 millionnaires potentiels le mardi, 5 millionnaires potentiels le vendredi. Sur la Guadeloupe, c'était le premier gagnant My Million et gageons que ça sera le début de beaucoup de gagnants en ce qui concerne le jeu Euro-Million My Million. 1 million d'euros, c'est peut-être beaucoup. Il n'en espère pas tant à l'AMPEA. L'association martiniquaise pour les parents d'enfants aveugles organise ce week-end un concert caritatif. Son nom, Les Yeux du Cœur. On en parle avec notre invité que vous avez déjà vu, Thierry Jallier. Bonsoir. Bonsoir Fanny. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc président de cette association. Et samedi, vous organisez un concert caritatif au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire afin de récolter des fonds qui serviront ensuite à financer vos activités sportives et notamment la pratique du torbal en Martinique. Qu'est-ce que c'est que ce sport, le torbal? Alors le torbal, c'est un jeu collectif de ballons pour déficients visuels qui a été adapté pour les personnes valides. D'accord. C'est-à-dire que, donc je donne des explications, sur un terrain de 16 mètres de long sur 7 de large, les deux camps sont séparés par 3 ficelles qui sont à 40 cm du sol. Et le but du jeu, on est 3 par équipe, et le but du jeu, c'est d'envoyer une balle en la faisant rouler sous les ficelles pour essayer de marquer un but en face. La difficulté, c'est qu'on ne voit rien parce que nous avons des masques opaques, donc c'est pour ça que... Ça, tout le monde est sur un pied d'égalité. Voilà,
même si on est non-voyant, on a quand même le masque, parce que ça protège aussi un peu le visage. Alors, on en a vu quelques images à l'instant. Les sportifs non-voyants, vous le disiez, ils participent avec des sportifs voyants. Qu'est-ce que ça apporte aux uns et aux autres? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de sports comme ça qui rassemblent handicapés et valides, finalement. Ben justement, ce sport arrive à rassembler le monde dit valide et le monde handicapé. Ça nous permet déjà d'être un peu comme tout le monde. On joue ensemble, ce qu'on ne peut pas faire sur un terrain de foot, par exemple. Donc voilà. Et puis ça apporte aussi, je vois pour les jeunes, pour les enfants, beaucoup de concentration. Parce que les enfants qui ont l'habitude de regarder, beaucoup regarder, là, ils sont obligés de se servir de leurs autres sens. Ouais, des oreilles. Donc les oreilles, les réflexes, le toucher, la vibration, les choses voilà, comme ça. Et la concentration, parce que même si un match ne dure qu'un quart d'heure, ça demande beaucoup de concentration parce qu'il faut être à l'écoute. Aussi bien de la balle, parce que la balle est sonore, il y a des grelots dedans, de ses équipiers, parce que si jamais on peut se parler entre nous, et aussi de l'équipe adverse, pour entendre un adversaire se déplacer sur le terrain. Donc ça se joue plutôt dans le silence pour la concentration de tout le monde, par rapport à des jeux avec énormément de foule qui crient dans tous les sens. Voilà, justement, c'est comme sur un terrain de tennis, et ben, il nous faut le silence. Tout le monde est très concentré en silence. Sinon, si les gens parlent, et ben, c'est déconcentrant. On n'entend plus la balle en plus. Voilà. Budget 2011 pour le Torbal, plus de 51 000 €. Il faut dire que vous participez à la Coupe de France et que vous organisez aussi un tournoi en Martinique. En dehors de ce concert, comment vous financez d'habitude ces activités sportives? Habituellement, on fait des demandes de subventions aux collectivités, donc Conseil général, régional, la DDJS. La dernière fois, quand en 2011, on a organisé notre tournoi à la Martinique, le CUX, un service de la mairie, le contrat urbain de cohésion sociale nous a aussi aidés. Et puis on fait aussi appel à des sponsors, différentes sociétés qui nous donnent un coup de main aussi. Et là, vous faites appel aux dons, donc, quelque part, avec ce concert, les yeux du cœur, des artistes comme Mali, le groupe FMI, la Creatives Academy, Paille également, ils participeront bénévolement. Comment ça va se passer? Eh bien, justement, là, comme ça devient de plus en plus difficile d'avoir des subventions, ou bien ça arrive longtemps après, quand on vous dit on vous donne tant, j'attends par exemple une subvention de 2013, on est en 2015. Oui, effectivement, et c'est toujours pas arrivé. Donc c'est difficile de travailler comme ça. Donc je me suis dit, ce serait bien de voir si on peut trouver des artistes qui vont nous donner ce coup de main, cette solidarité pour pouvoir faire un spectacle qui va nous rapporter des fonds pour pouvoir remettre un peu d'argent dans les caisses. Et donc du coup, ce sera samedi 28 28 au Grand Carbet du Parc Aimé Césaire. Voilà. Avec les artistes que j'ai cités tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Thierry Jallier. Juste une dernière chose, les places sont vendues au Grand Carbet. C'est important. Au guichet du Grand Carbet, et ce n'est que 15 €, donc vous pouvez venir nombreux. Voilà, pour tous les artistes qu'on a cités précédemment. Merci encore d'avoir été avec nous. Puisqu'on parle de sport, parlons sport. L'heure est au foot. Ce soir à 20h, le club franciscain et le Golden Lion se disputeront le trophée mutuel Margaillard, un match retour dans lequel les Joséphins partent favoris. Demain, le deuxième match de demi-finale opposera le Racing Club de Rivière-Pilote au Club Colonial, une rencontre qui promet d'être plus ouverte, celle-ci, puisque les deux équipes s'étaient quittées sur un score nul à l'aller. On fait le point avec Karil Chassol. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la tâche s'annonce plutôt ardue pour le Golden Lion. En effet, même si les Joséphins ont montré plus de qualité dans le jeu que les franciscains lors de la demi-finale aller, à l'arrivée, ce sont les protégés de Civaux qui se sont imposés en terre joséphine sur le score de 2-0. Un réalisme froid d'Abol et Tresfield que les partenaires de Gouron tenteront de contrer ce soir 20h à l'occasion de la demi-finale retour. Mais il est clair que les Verts et Noirs abordent cette rencontre dans la meilleure des positions. Club franciscain Golden Lion, c'est ce soir 20h au stade Georges Gratien du Lamentin. L'autre demi-finale mettra face à face demain le RC Rivière-Pilote et le Club Colonial. À l'aller, en déplacement, les Violines ont fait match nul, 2 buts partout avec leur adversaire. 2 buts inscrits à l'extérieur qui donnent un léger avantage aux hommes de Marcel Pujard. Mais gare à la réaction clubiste, les Noirs et Blancs font du trophée mutuel Margaillard une de leurs priorités. RC Rivière-Pilote Club Colonial,
C'est demain, 20h, à Ankami, à Rivière-Pilote. Le sport martiniquais se passe aussi sur l'eau et pas que dans la mer des Caraïbes. Dans quelques jours, les championnats du monde de jet ski auront lieu au Qatar. 25 participants de 12 nations différentes. Bien sûr, nos coureurs martiniquais y participeront. Sur la ligne de départ, Hugo Fidelin et Christophe Concorriet. Avant de partir pour Doha, où se tiendra la première étape, derniers ajustements à Morne-Cabri cet après-midi. Vous le voyez avec le reportage de Julien Goudichaud. Dernière mise à l'eau sous l'œil averti de leur coach cet après-midi. Virage serré, slalom et vitesse d'exécution, les mouvements sont rodés et répétés depuis des mois. Dans quelques jours, Hugo, Christophe et David s'envoleront pour le Qatar. La concrétisation de longs mois d'efforts. Vous n'avez qu'à regarder le physique de ces garçons. Ce sont des garçons qui s'entraînent toute l'année sans discontinuer. Entre les séances de crossfit, les sorties vélo, les sacrifices alimentaires, les dodos très tôt le soir. Une grande première pour ces deux champions et la Martinique mise à l'honneur sur la scène internationale. Nous sommes les premiers Martiniquais à réussir à faire ce travail, à faire ça. Donc même si on ne gagne pas, on n'a pas de bons résultats, mais quand même, c'est déjà un grand mérite d'être reconnu parmi les meilleurs et aussi de participer à une course de telle renommée, quoi. Et avancer, et connaître, se faire connaître, prendre des repères et puis surtout porter haut les couleurs de la Martinique. Non pas un, mais deux Martiniquais dans un même championnat du monde. Alors, esprit d'équipe ou de compétition? Lors du départ, c'est à la loi du plus fort, c'est le meilleur, mais on restera quand même soudés pendant la course parce que bon, nous sommes comme deux Martiniquais et on est là quand même pour montrer qu'on a un potentiel. On est deux avec Hugo, donc renforcer toute la Martinique derrière, les partenaires privés, la région derrière, donc on est motivé pour ramener de bonnes choses. On croise les doigts. Et pourquoi pas une manche de la prestigieuse compétition un jour en Martinique? La Martinique gagnerait à avoir une manifestation majeure, un championnat du monde à la Martinique, ce serait probablement l'une des premières fois. Donc on donnera tout pour déjà découvrir ce cahier des charges et voir si nous sommes en mesure de pouvoir relever le défi organisationnel cette fois-là. Qu'une course de telle renommée se fait dans notre petite Martinique avec des princes arabes ou des Français ou des Américains, c'est tout un plaisir. Ça serait le cadeau des Martiniquais et des Caraïbéens, puisqu'on présente aussi la Caraïbe là-bas, d'avoir une manche du championnat de vitesse en Martinique chez nous. Hugo et Christophe débuteront les hostilités le 4 mars à Doha. S'en suivront 4 prochaines étapes aux 4 coins du globe. C'est l'heure de notre coup d'œil quotidien sur vos quartiers. Tout de suite, le JT des communes. Le JT des communes qui commence à Trinité où une trentaine d'ouvriers agricoles de l'habitation Fongalion est en grève depuis hier. Ils dénoncent de mauvaises conditions de travail et des problèmes de harcèlement. Hier, une réunion devait avoir lieu. Elle aurait permis de renouer un dialogue depuis longtemps rompu. Mais l'absence du directeur général a laissé toute négociation en suspens, pardonnez-moi. En attendant son retour du Salon de l'Agriculture à Paris jeudi, il reste mobilisé. Écoutez la déléguée du personnel de l'exploitation bananière du Galion, elle répond à Louis Sabas. On aurait aimé que nos conditions de travail soient améliorées et puis qu'il y ait un peu plus de communication entre nous et la direction pour voir si on peut avancer vers d'autres objectifs en fait. Puisque bon, depuis quelques temps, on se plaint justement de certaines choses, comme par exemple de la pression au niveau du travail, des querelles entre ouvriers parce que justement on n'arrive pas à atteindre la direction. Donc on aurait aimé justement que ça cesse pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Et ça dure déjà depuis quand même quelques années. Et là, si on se mobilise là, c'est parce que là, ça va un peu loin quand même. Donc c'est pour ça qu'on met le haut là. Donc on demande juste qu'on nous écoute et puis qu'on trouve des solutions ensemble. Attention aux coupures d'eau. Demain, l'alimentation sera interrompue à Fort-de-France de 9h à 14h, rue du Soutènement, rue de la Crête, rue de la Citadelle, rue des Remparts et rue de la Coursive. On termine notre tour des communes aux Marins dans un jardin créole, un petit coin de paradis installé sur les hauteurs de la commune qui a été pensé et entretenu par plusieurs générations d'une même famille. Les visiteurs peuvent donc y découvrir des arbres fruitiers et autres plantes médicinales. Nos touristes Hubert Bornil et Michelet François y ont d'ailleurs appris énormément de choses. Regardez. On se met au vert après tous ces jours de tumulte dû au carnaval. L'occasion pour nous de trouver un superbe jardin qui réunit des espèces endémiques de la Martinique, des plantes médicinales. Vraiment, ça mérite le détour. Suivons le guide.
Le site a vraiment tout pour séduire, tant son aspect authentique a pu être sauvegardé. Qui peut penser en effet que 4 générations d'une même famille ont vécu ici, sur cette petite habitation datant de 1852. Ici, vous avez des plantes médicinales, vous avez des arbres fruitiers, vous avez des épices. Alors, on va dire que tous ceux qui sont passés ici ont façonné les lieux. Donc, vous avez des arbres qui ont été plantés à différentes époques. Comme ce manguier, par exemple, qui a plus de 200 ans. Ainsi, le visiteur sait où il met les pieds. C'est une sorte de grand livre ouvert sous le chaud soleil du quartier Pérou. Toutes les plantes, tous les grands arbres fruitiers sont répertoriés, y compris les variétés les plus rares. Étant donné que c'est un jardin qui est assez ancien, donc il fallait toujours garder, maintenir toutes ces plantes que les anciens utilisaient. Et même quand les touristes les visiteurs font la visite guidée, on revient toujours aux petites anecdotes, comment les anciens se soignaient, qu'est-ce qu'ils mangeaient comme fruits, et ça intéresse beaucoup les visiteurs. D'un point de vue pédagogique, l'écotour est un savant mélange du jardin amérindien, du potager européen et du jardin africain, héritage ancestral. Le jardin créole, c'est un mélange. Toutes les populations qui sont venues dans l'île ont ramené quelque chose. Et vous vous dites que ça vous rappelle un petit peu la Chine. Pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de plantes qui sont originaires d'Asie. C'est en tout cas un bon prétexte pour se mettre au vert. C'est autre la Belgique. Le feu, c'est pas la même chose. Voir tout ça réuni sur un même jardin, c'était vraiment... Il y a beaucoup d'espèces différentes, de variétés différentes. Les oiseaux, tout, c'est... Je vous conseille de venir. Fin de la visite, tout le monde est heureux et se promet de revenir. Après une visite du reste suffisamment instructive, on prend le temps de la détente. C'est aussi ça, la vocation de ce jardin, proposer une aire de repos à ses visiteurs. Ça se trouve à Pérou, au Marin. Merci Hubert Bornil qui nous fait toujours découvrir des choses extraordinaires. C'est la fin de votre édition locale et communale. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne bougez pas dans un instant, on reste tout près de vous avec Anche Pays. À tout de suite.